bonsoir. Aujourd'hui, nous accueillons, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par cette introduction, nous accueillons un invité très spécial. Une femme qui a été Premier ministre de la République du Sénégal. Elle a été d'abord ministre de la Justice. Avant ça, elle a été même directrice de cabinet du président Macky Sall. C'est avec grand plaisir que dans cet espace, nous accueillons aujourd'hui Madame Aminata Touré. Bonsoir. Et avec moi, pour accueillir Madame Aminata Touré, nous avons trois éditorialistes. Monsieur Momar Seyni Ndiaye, éditorialiste à Séné+. À côté de Momar Seyni, nous avons Madame Safili Sow, qui est aussi éditorialiste à Séné+, et qui est directrice du groupe Nexus. Et finalement, l'éditorialiste du journal Le Quotidien, Monsieur Sakho, Bokar Sakho. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Madame Touré, je vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous. Plaisir pour moi. Nous allons tenter de faire un rapide survol et l'objectif, en tout cas, l'espoir que nous avons, c'est qu'au sortir de cette émission, les Sénégalais, et pas seulement les Sénégalais, d'autant plus que notre émission est diffusée sur Internet, donc les gens à travers le monde pourront dire qu'ils connaissent un peu mieux Madame Aminata Touré. Nous allons commencer d'abord par l'actualité en général. Le Sénégal et au Conseil de sécurité, qu'est-ce que ça vous inspire? Une grande fierté, hein, comme tous les Sénégalais. Nous allons être assis, je n'aime pas trop l'expression, mais elle est galvaudée depuis hier, à la table des grands. J'estime qu'il n'y a pas de grands ou de petits pays, il y a des pays. Mais c'est une instance de décision très importante puisque on y parle de la sécurité du monde, on essaye d'y résoudre des conflits et notre voix, justement, portera bien plus haut et au-delà de nos frontières, de la CEDEAO, de l'Afrique, pour s'adresser au monde entier. Donc ça, c'est une grande fierté comme sénégalaise et ça consacre aussi, consolide l'excellente réputation de la diplomatie sénégalaise. Je crois que c'est une consécration aussi pour le président de la République qui est le chef de la diplomatie sénégalaise. Mais ça vient au moment où on a un contexte assez intéressant à survenir, mais un contexte d'instabilité dans la sous-région en ce moment. Ce qui se passe en Guinée, on a quelques petits problèmes avec ces élections, on n'est pas sûr de ce qui va se passer, d'autant plus que toute l'opposition s'est retirée du processus. Nous avons le conflit au Mali. Nous avons la situation au Burkina Faso et c'est le moment où le Sénégal entre dans le Conseil de sécurité. Je me tourne vers Momar Seyni pour voir ce que vous en pensez de ça. Moi, la question que je posais à Mme Touré est la suivante. Nous savons que le poste de membre non permanent au Conseil de sécurité est assez symbolique, puisque les grandes décisions ne se prennent pas à ce niveau-là, elles se prennent carrément au niveau des 5 membres du Conseil de sécurité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une surexploitation de cette position et qu'aujourd'hui on est peut-être en train d'un petit peu exagérer la position que le Sénégal peut jouer là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que les bonnes nouvelles sont à prendre. Nous sommes un peu autoflagellateurs au Sénégal et quand il nous arrive de bonnes choses, il faut les célébrer. Je pense que évidemment, on sera assis avec de grandes puissances, mais justement... Et on ne dit pas aux Sénégalais que le Sénégal n'a pas probablement de poids dans le Conseil de sécurité, puisque les décisions se prennent parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Mais le Sénégal n'a pas un droit de veto, le Sénégal ne peut en aucun moment influencer les décisions du Conseil de sécurité. Mais vous ne pensez pas qu'émettre une opinion, l'émettre très fort, et se faire entendre par le reste du monde, ce n'est pas important? C'est très symbolique. Je pense que c'est très important qu'on ait une opinion qu'on porte en direction du monde. Et n'oubliez pas que ces pays ont des opinions également nationales qu'il s'agit d'influencer. La capacité d'influence, pour moi, elle est extrêmement importante. Et je pense que c'est ce qu'on attend du Sénégal, puisque le président également dirige... le président de la CEDEAO, le président de l'OCI, le président de la francophonie. Donc, c'est une occasion unique pendant 2 ans de mettre sur la table du Conseil de sécurité nos préoccupations comme Ouest-Africains, mais comme Africains tout court. J'en profite pour dire que le Conseil de sécurité, d'ailleurs, a besoin d'une grande réforme. Et cette réforme, elle viendra de voies comme la nôtre. Aujourd'hui, la question de la sécurité, ce n'est pas seulement une question militaire. C'est également une question de développement et je rappelle que les grandes puissances ne veulent pas en entendre parler au Conseil de sécurité. Et comment? Alors, aujourd'hui, la situation au Nigeria est venue nous rappeler
que les questions sécuritaires, elles sont enracinées dans des problèmes sociaux, dans des problèmes économiques, et qu'il est difficile aujourd'hui de vouloir les régler juste par une approche uniquement militaire. Et ça, les puissances qui sont assises au Conseil de sécurité ne veulent pas l'entendre, parce qu'ils estiment que la question les questions économiques se règlent ailleurs. Moi, j'en ai pas cette vision, et je crois que le président l'a dit plusieurs fois. Si on veut arrêter le terrorisme dans nos pays, le terrorisme, il faut le rappeler, en tout cas moi c'est ma conviction, son terreau, c'est la pauvreté, c'est la marginalisation. On ne peut pas juste avoir une approche militaire, une approche de défense traditionnelle. Donc ça c'est par exemple une position qu'il faut faire entendre et qui peut être entendue. Il est intéressant que vous dites que les problèmes ne se règlent pas seulement de manière militaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le discours du président, après justement que le Sénégal ait été accepté au Conseil de sécurité des Nations Unies, une des raisons qu'il a sorti, c'est que le Sénégal était le 7e pays au monde en matière d'intervention militaire au niveau des Nations Unies. Mais si vous avez bien entendu ma phrase, c'est j'ai dit, elle ne se règle pas que. Okay. Ça a tout son sens, le que. C'est dire qu'évidemment, il y a une approche militaire, parce que quand les gens vous attaquent, vous vous défendez militairement, mais si vous voulez régler le problème à la racine, vous devez adresser des questions de marginalisation, de chômage des jeunes, d'absence de perspective. Parce qu'il n'y a pas personnage plus dangereux que celui qui n'a aucun espoir. Alors, d'accord avec vous, Madame Touré, de regarder le verre à moitié plein. Même plein, c'est bien. Nous sommes sur le Conseil de sécurité avec de l'influence et particulièrement bien élu. Pour le coup, c'est juste. J'écoutais, je crois que c'était hier, aux informations, on disait qu'on avait en effet le plein de voix. Et j'entendais Monsieur le ministre des Affaires étrangères dire que nous allions avec ce plein de voix et un agenda spécifique en siégeant. Alors, quel est quoi? Là, vous avez dit aller sur des questions économiques. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut demander sur le plan économique là, maintenant, d'une part, et d'autre part, toutes ces voix qui se sont portées, notamment les voix africaines dans la sous-région avec toutes les questions d'instabilité, quelles ont été les demandes spécifiques des pays africains qui ont porté leur voix pour que le Sénégal siège? Bien, alors, qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue... Quelle démarche innovatrice on pourrait avoir au Conseil de sécurité? D'abord, je pense qu'il faut rappeler qu'il faut une solidarité internationale sur les questions de sécurité. On ne va pas les régler de manière géographique, en envoyant des troupes par-ci, par-là. Non, il va falloir qu'il y ait un plan de soutien aux différentes armées, qu'on forme nos officiers, qu'on dote nos armées de matériel. Ça, c'est déjà un aspect de solidarité. Militaire, mais je vais en arriver, à l'économie. Moi, je pense qu'il faut, pour notre sous-région et pour l'Afrique, un grand plan Marshall. Évidemment, on va commencer nous-mêmes par mettre la main à la poche, mais également à demander l'appui et la solidarité d'autres pays. La question, moi personnellement, j'estime que le premier facteur d'insécurité, c'est le chômage des jeunes. Des jeunes qui sont prêts à vendre leurs services à qui voudra l'acheter. Lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe, encore une fois, pas très loin de chez nous, Nord Mali, vous poussez la bande jusqu'au Nigeria et en passant un peu par le Tchad et le Cameroun, c'est généralement des jeunes désœuvrés, non formés, sans espoir, justement, qui deviennent justement ces terroristes qui installent cette forme d'instabilité qu'on constate aujourd'hui. Or, l'approche sécuritaire jusqu'à présent, c'est vraiment de séparer les deux. Même au niveau de l'Organisation des Nations Unies, vous avez le Conseil qui s'occupe des questions économiques et sociales, ECOSOC, et vous avez le Conseil de sécurité. Moi, personnellement, j'estime que c'est une organisation complètement démodée, qui ne répond plus aux préoccupations de l'heure, et il va falloir convaincre les membres du Conseil de sécurité que la question sécuritaire, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique, ses racines et ses fondements sont à chercher dans le niveau de pauvreté d'une couche extrêmement nombreuse, celle des jeunes. Est-ce que la demande est la même pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Mali, le Tchad? Mais je pense qu'il y a une demande uniforme, c'est celle de soutenir nos armées. Celle de soutenir nos armées, de les professionnaliser, de les doter. Je crois que ça, c'est une demande qui transcende
tous nos pays. Moi, je plaiderais même pour une armée sous-régionale, quelque part, ou en tout cas des troupes d'intervention sous-régionales, même si chaque pays garderait un peu sa souveraineté militaire. Mais ça me paraît extrêmement important. Nos problèmes se ressemblent du point de vue militaire, du point de vue économique. Et ça nous... À mon avis, il y a une opportunité aujourd'hui d'avoir une demande collective et madame, je voudrais revenir un peu sur le conseil. Je voudrais revenir, bon, je vous laisse poser cette question, après je veux revenir plus sur l'actualité nationale. Hein. Très bien, d'accord. Okay. Moi, je voudrais revenir un petit moment sur le Conseil de sécurité. D'abord, est-ce que le Sénégal a fait un bilan de ces deux participations présentes à ce poste de membre non permanent du Conseil des ministres? Qu'est-ce que le Sénégal a fait? En quoi le Sénégal a-t-il pu influer sur les décisions au plan national et international quand justement il occupait ce poste au Conseil de sécurité? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en réalité, on sait très bien que ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Aujourd'hui, le président Macky Sall, comme tous les autres, essaie un peu de faire un link entre les aspects sécurité et les aspects économiques. Alors que tout le monde sait que les grandes décisions économiques ne se prennent pas au niveau du Conseil de sécurité. C'est au niveau de la Banque mondiale, des institutions de Bretton Woods, du FMI que ça se prend. Même les décisions d'intervention de type sécuritaire, le Conseil de sécurité n'est pas consulté, ou en tout cas, même s'il est consulté, ces décisions ne sont pas prises en compte. C'est le cas en Israël aujourd'hui. On sait que le régime israélien, le gouvernement israélien est en train de se livrer à un véritable massacre des jeunes palestiniens. Et Israël n'a jamais, depuis sa création en 1948, respecté les résolutions des Nations Unies. Et M. Bush, quand il intervenait en Irak, il n'a pas eu besoin de l'avis du Conseil de sécurité. Mais à quoi sert le Conseil de sécurité si ce n'est un gros machin des Nations Unies où on parade réellement sans vraiment une très grosse influence sur les décisions internationales? Alors, je ne veux pas faire le procès des Nations Unies ici, mais je vous laisserai répondre sur la question de savoir quel est le bilan des deux participations du Sénégal au Conseil de sécurité, sans pour autant faire le procès des Nations Unies. Bon, la dernière participation date de très longtemps. Je crois que je venais juste de sortir de l'université. Entre-temps, le monde a beaucoup évolué. Hein, Monsieur Ndiaye. Donc, je crois que le bilan, c'est justement d'avoir une participation en termes de propositions. De propositions comme pays, mais de propositions comme sous-région et comme continent. Et moi, je ne sous-estime pas cela. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, tous ces pays qui siègent au Conseil de sécurité, ils ont une opinion nationale qui est influençable, qui peut élire et qui peut renvoyer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est justement une tribune importante qui nous est offerte et il faut la saisir avec une force de proposition. Moi, je pense que ça, c'est important. Deuxièmement, je pense que, bon, les Nations Unies, c'est vrai que je suis une ancienne fonctionnaire, j'y ai travaillé pendant 22 ans. Il y a des hauts et des bas, il y a également des succès. Hein, sur le Mali, vous avez quand même, et sur le continent africain, vous avez, je prends un pays comme la RDC, Congo, je pense que le pays a été stabilisé aussi avec la MONUSCO. Je pense que sur le Rwanda également, même jusqu'au Mali, il y a eu quand même des zones tampons grâce aux interventions des troupes affiliées aux Nations Unies. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y a des réformes à faire, il y a des progrès à avoir. Donc, je suis une optimiste, je regarde le verre à moitié plein. Mais ce que je voudrais dire, peut-être avant de vous redonner la parole, c'est que ceux qui sont assis au Conseil de sécurité, ce sont également des puissances économiques. C'est la Chine, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est le capitalisme mondial. Donc, vous avez une place adéquate pour faire un plaidoyer pour que la question sécuritaire, la question du développement économique, la question de la stabilité sociale soient traitées sous la forme d'un paquet pour avoir des résultats optimaux. Alors, une question brûlante, et je vous la passerai, M. Sakho, et je voudrais qu'on passe sur ce débat. 2017, aurons-nous des élections présidentielles, oui ou non? Moi, je voulais juste revenir sur une question, Madame le Premier ministre. C'est par rapport à la mise en place d'une force militaire sous-régionale. L'ECOMOG existait jusque-là, mais aujourd'hui, pratiquement, elle est en léthargie totale. C'est le Tchad et les États-Unis qui ont décidé d'envoyer 300 000 militaires pour sauver le Nigeria. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je tiens à ce qu'on passe cette question. On a 50 minutes, on a des rubriques à prendre. Passons sur l'actualité nationale et parlons des élections présidentielles si vous avez une question pour cela.
Est-ce qu'on va avoir un référendum? Oui. Est-ce qu'il y aura... Le président de la République a prévu de réduire son mandat de 5 ans. Est-ce qu'il y a des réticences dans votre parti? Quelle est votre opinion par rapport à ça? Monsieur le Président de la République, quand il était candidat, avait dit haut et fort, et je crois que les Sénégalais l'avaient entendu, qu'il croyait au quinquennat, plus qu'au septennat, parce que c'est ça la modernité démocratique aujourd'hui. Ça permet une meilleure respiration de notre système démocratique. Il l'a réaffirmé à plusieurs reprises. Il y a des procédures, justement, puisque nous avons une constitution, nous avons des lois. Tout ce que je dis, il l'a déjà dit, et je veux peut-être l'expliquer encore davantage. Nous avons le Conseil constitutionnel et la loi nous dit que pour ce type de changement important, il faudrait que le Conseil donne son avis. Le Conseil est constitué de grandes personnalités qui connaissent bien le droit, qui connaissent notre Constitution et qui donnent leur avis. Monsieur le Président de la République souhaiterait consulter tous les Sénégalais. C'est ce que dit la Constitution d'ailleurs. Donc il a prévu effectivement un référendum et il s'appuiera sur les recommandations du Conseil constitutionnel. Moi je crois que c'est assez clair de ce point de vue-là. Moi, la question que je voulais poser est la suivante. Il y a comme une sorte de contradiction dans l'attitude du président. D'un côté, on fait confiance un peu au référendum pour savoir exactement ce que les Sénégalais veulent. De l'autre côté, on s'adresse un peu au Conseil constitutionnel pour trancher sur la faisabilité ou non de la réduction du mandat. Mais où se situe effectivement la marge d'action du président? Est-ce que le président compte sur le référendum pour prendre une décision ou est-ce qu'il compte réellement sur la décision du Conseil constitutionnel? Sans compter qu'avec toutes les vertus qu'on peut connaître à un référendum, et comme il dit cette contradiction, il y a qu'en général, recourir à un référendum affaiblit les dynamiques politiques entre les partis. Or, il y a en ce moment, effectivement, comme le disait mon confrère, une dynamique, une tension. Alors, voilà, là, comment trouver un point d'équilibre entre tout ça? Parce que la dynamique politique va être sérieusement mise à mal par le référendum. Oui, mais le pays n'est pas constitué que de politiciens. C'est une minorité d'ailleurs, les politiciens. C'est une infime minorité. Et ce que vous dites, monsieur Diaye, c'est que c'est la loi. La loi vous dit, lorsque vous voulez opérer à des changements constitutionnels, notamment pour ce qui concerne le mandat, il est bon de consulter le Conseil constitutionnel. C'est la loi. Donc le président respecte la loi. Ensuite, si vous voulez que ce changement ait lieu, il faut le faire par voie référendaire. Il le fera. Donc il n'y a pas de position... mais le président va prendre sa décision à partir de quel niveau? Sur la base des recommandations du Conseil. Je ne m'attends pas à ce que le Conseil dise quelle est l'utilité du référendum dans ce cas-là? Puisque ça va coûter en gros 25 milliards. Parce que c'est ce que dit la Constitution, c'est ce que dit le Conseil. Donc, le président est encadré par les recommandations du Conseil. C'est pour ça qu'on appelle Conseil constitutionnel. Il conseille le président sur toute affaire constitutionnelle. On ne peut pas faire l'économie de cela. C'est la loi. Il faut respecter la loi. Sur cette base-là, je suis optimiste que le Conseil va recommander la voie référendaire, telle que le stipule la Constitution. Ceci étant dit, et c'est le point de votre question, il y a eu des changements constitutionnels qui se sont faits par voie parlementaire. Mais ça, c'est le Conseil qui doit donner des indications, mais pour ce que je connais de la loi et ce que j'ai entendu des constitutionnalistes, ce changement en termes de durée du mandat doit se faire par voie référendaire. Donc jusqu'à présent, je ne vois qu'une logique, je ne vois pas de contradiction. On demande l'avis du Conseil, le Conseil donne son avis, il faut aller vers le référendum, il faudra aller vers le référendum. La démocratie, elle a un coût aussi, hein. Elle coûte cher aussi la démocratie. Mais je pense que c'est important qu'on puisse justement respecter ce que nous dit la Constitution. On peut espérer que le président donc fera, en cas de référendum, il fera campagne pour réduire son mandat. Absolument, sinon ça ne serait pas logique. Et ça, il l'a toujours dit, il l'a dit depuis toujours. Avant d'être élu, il proposait la réduction du mandat. Madame, dans ce de manière consistante, il a répété que c'était... Dans ce cas de figure, ça voudrait dire que logiquement, tel que l'a annoncé le Conseil du Président, le référendum pourrait avoir lieu au mois de mai. Je ne sais pas si vous le confirmez ou pas. La deuxième chose,
c'est en réalité, si on a ce référendum au mois de mai, on aura les élections législatives normalement au mois de juin 2017 et l'élection présidentielle au mois de mars 2017. Est-ce que vous pensez que le Sénégal a les moyens financiers d'organiser, et peut-être même au terme de la mobilisation aussi populaire et politique, d'organiser 3 élections qui nous coûteraient la bagatelle de à peu près une cinquantaine de milliards? Je vous ai dit que la démocratie avait un coût. Il faut s'organiser pour qu'on puisse respecter la Constitution. Je pense que c'est très important. Si vous regardez la Constitution des États-Unis, elle est presque intouchable. Ce qui pose quelques problèmes d'ailleurs. Parce que vous avez bien vu le débat sur les armes. On vous dit, écoutez, c'est la Constitution qui autorise chaque citoyen à posséder une arme pour se défendre. Et on ne peut pas le changer. On n'est pas obligé de passer à ces extrémités. Mais il faudrait qu'on puisse arriver, y compris pour nous-mêmes, sur cette question de la durée du mandat, qu'on puisse quelque part blinder la Constitution, que ces changements très importants ne puissent se faire qu'aux 3 quarts, par exemple. Et ça, peut-être qu'il faudra y réfléchir par la suite, et que ce ne soit pas laissé au desiderata de chaque nouveau régime qui arriverait. Ça me paraît être important pour justement ne pas tomber dans ce que vous dites, que régulièrement on consulte le peuple pour des changements. Ça fait partie des réformes institutionnelles sur lesquelles il nous faut réfléchir. Qu'il n'y ait pas ensuite un autre président qui estime que non, moi je pense que le septennat c'est mieux, on va consulter le peuple à nouveau. Donc ça, c'est des changements, à mon avis, constitutionnels qu'il faut également intégrer lors du référendum, par exemple. Et ça, c'est un avis personnel que je vous donne. Alors, la Commission nationale de réforme des institutions avait réglé un certain nombre de questions, mais on semble ranger dans les tiroirs les propositions qu'elle avait faites. Lesquelles, monsieur? On avait dit par exemple qu'elle avait proposé un quinquennat évidemment, que le président de la République ne soit plus chef de parti. Mais ça, il n'y a pas une adhésion de la classe politique par rapport à cette question-là, au sein même de votre parti d'ailleurs. Mais moi, je vous demande mon avis, je vous dirais que je suis... Oui, quel est votre avis? Voilà, très bien. Alors, mon avis, c'est que si on ne veut pas être hypocrite, si on ne veut pas faire de l'hypocrisie institutionnelle, dans nos pays, et c'est le cas un peu partout, je ne vois pas ce qui empêcherait un président de la République de diriger son parti s'il est arrivé au pouvoir grâce à ce parti. Moi, je pense que... Ce qui est discutable. Mais c'est une opinion. J'ai même mon point de vue. J'ai même mon point de vue. À mon avis, il faut également qu'on puisse apprécier notre degré d'évolution démocratique. Moi, je ne vois pas de contradiction. Si aujourd'hui, on garantit et on respecte, parce que l'argument qui est posé, c'est de dire on veut éviter toute forme de parti-État, etc. Le problème, il n'est pas là-bas. Le problème, c'est que si on respecte actuellement nos lois en termes de recrutement, de profil, etc., il n'y a pas de problème. Si, d'aventure, le président de la République n'était plus responsable de son parti, mais je vais vous dire le premier problème que vous allez avoir. C'est une instabilité institutionnelle. On veut régler un problème, mais on va en créer un autre. La première opposition risque d'être son parti. D'avoir une dualité entre le chef de son parti et le président de la République lui-même. Et si ce président de la République veut se faire réélire, il va bien falloir qu'il aille chercher. On ne réglera pas. Qu'il retourne par la direction on de son réglera parti. pas. Là, vous envisagez l'hypothèse la plus pessimiste. Mais dans les grandes démocraties, en France, le président Hollande ne peut pas être en contradiction avec le secrétaire général du PS. Il y a forcément des concertations, et forcément, il y a une certaine complicité entre eux pour qu'il n'y ait pas cette crise politique dont vous parlez. Mais madame, comment vous pouvez imaginer... La démocratie française, à quel âge? Elle est ancienne, elle est au moins là. Mais on va y arriver, c'est quand même... Oui, mais c'est pour ça qu'il faut y aller par étapes. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'un chef d'État qui a vraiment beaucoup de choses à faire dans un pays comme le Sénégal, qui connaît beaucoup de difficultés, je pense qu'il est quand même... Il me paraît assez inutile que le président perde beaucoup de temps à régler des problèmes internes dans son parti, à avoir comme alter ego des responsables de parti, alors que le pays a besoin de lui en permanence pour des choses urgentes. En parlant de ça, il s'organise. Mais il ne peut pas s'éclater et s'occuper d'autres problèmes que des problèmes qui concernent le Sénégal. Il est le président de tous les Sénégalais, il n'est plus le président de l'APR. Je pense que ça, on a du mal à le comprendre. Justement, mais c'est ça le problème. Il faut qu'il occupe son temps à s'occuper des problèmes des Sénégalais. Je vais finir par vous appeler Ngom si vous continuez. Je réponds. Je vais finir par l'appeler Ngom. Non, je vais vous laisser répondre, mais je voulais dire juste dans la même lancée, c'est qu'il parle des problèmes internes des Sénégalais. La réalité est là, c'est qu'il y a de sérieux problèmes au Sénégal. La demande sociale est
est toujours très pressante. Il y a à Thiès, je pense que ça fait je ne sais pas combien de semaines qu'on n'a pas d'eau. Si vous pouvez vous exprimer justement dans ce sens-là plus que... Mais parce qu'on s'appelle un pays en voie de développement. Ouais. Un pays en voie de développement, il a des problèmes. Un pays en développement. Oui, en développement, comme vous voulez. Un pays sous-développé, si on veut mettre à part... en tout cas, on a du retard à combler. On a des ressources qui ne nous permettent pas de régler tous les problèmes qui se posent à nous, quelle que soit la bonne volonté. Et ça, il faut l'admettre, que tout n'est pas parfait, qu'il y a des difficultés, qu'il continuera à y avoir des difficultés. Dans les pays développés, comme la France, je vous regarde, vous avez bien vu les malheureux dirigeants de Air France qui ont été séquestrés, c'est vous dire que les problèmes, ils sont partout. Et il faut qu'on ait également cette attitude et qu'on explique que, bon, parce qu'on est un peu aussi, quelque part, en mode de lamentation, on a des problèmes, il faut y faire face et prendre les mesures qu'il faut. Et parfois, c'est des mesures difficiles. Est-ce que vous pensez que le plan Sénégal émergent prend en compte tous ces... Je le pense, parce que je le pense. Mais je voulais revenir à la question du chef de parti parce qu'elle est importante. Moi, j'estime que nous sommes dans un régime présidentiel tel qu'il est, où le président de la République est élu au suffrage universel, en s'appuyant sur son organisation politique, il arrive au pouvoir. Je pense que le président de la République doit être suffisamment organisé pour gérer ses activités politiques et gérer le pays, parce qu'il a également une administration, il a un premier ministre, il a des ministres. Voilà, on n'est pas dans un système unipersonnel. Mais ça l'expose aussi à la critique des autres partis qui le prennent comme un chef de parti. Or, il doit être au-dessus de ces querelles partisanes et diriger le pays, parce que le pays a besoin de son temps aussi. Mais c'est ce qu'il fait. Le président se consacre au pays, à ce que je sache, mais également à une activité. Il faut lui reconnaître également même ses droits politiques. Vous n'allez pas voilà. Il est un chef d'État. Ben voilà. Mais il a également... il peut également avoir... Alors, et un homme politique. Mais en plus, c'est que là où vous ne réglez pas le problème, c'est lorsqu'il veut se faire réélire, il s'appuie sur quoi et sur qui? Sur quel outil? Sur les Sénégalais. Donc, on va quand même pouvoir avancer sur cette question. On a un problème de temps. 10 secondes. En réalité, on parle de chef de parti, mais je pense qu'il se prend, pardonnez la familiarité de l'expression, il se prend la tête sur des questions de coalition, même plus que des questions de parti. Et je pense qu'ils lui font perdre plus de temps et d'énergie politique en réalité. Mais je vais vous dire ce que ça amène, ça. C'est que vous avez aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre par ces activités politiques, ce sont également des activités qui stabilisent l'espace social. Parce que lorsque vous arrivez au pouvoir avec des coalitions, parce que maintenant on ne gagne plus forcément avec 60% ou 65%, vous êtes obligé, et c'est bien pour la démocratie, de composer avec d'autres groupes politiques et d'intégrer la vision de tout le monde. Mais ça demande également des négociations à tous les niveaux, des négociations politiques, etc. C'est important. Vous ne voulez pas... voilà, vous consacrer exclusivement à des affaires administratives et ne pas gérer également l'espace politique. Parce que c'est ça la vie également. On arrive au pouvoir par la politique. Ça, tant que ce sera le cas, on aura besoin de partis politiques, il y aura des politiciens, peut-être que ça disparaîtra un jour, mais notre système tel qu'il existe, il est ancré et il s'appuie sur des organisations partisanes qui s'appellent... Mais avec le risque de transformer le palais présidentiel en une sorte de permanence de la paix. Très bien. Donc, je pense qu'on va clore un peu cela et savoir... On va rappeler que vous avez été Premier ministre au Sénégal. Vous avez été nommé Premier ministre le 1er septembre 2013. Vous étiez ministre de la Justice. Vous avez entamé au Sénégal cette fameuse traque des biens mal acquis. Et vous êtes passé au poste de Premier ministre. Vous avez fait un très bref séjour au poste de Premier ministre. J'aimerais qu'on parle un peu de ce passage au poste de Premier ministre. La raison pour laquelle vous avez été nommé au poste de Premier ministre, c'était comme le président l'avait dit, pour accélérer la cadence. L'humoriste Koutia en avait fait une chose très drôle d'ailleurs qu'on voit ici. Président Macky Sall dafa ne day accélérer la cadence ci train bi dina fi bàyyeekoo di dem Thiès di dem Ndar di dem Tambacounda di dem Touba ba egg Ziguinchor. Donc, on voudrait passer un peu de temps pour parler de ça, de votre passage à la primature
Hein, et en même temps aussi de votre passage en tant que ministre de la Justice, parce qu'il s'est passé une chose, cette traque des biens mal acquis qui vraiment défraye la chronique, et il continue de défrayer la chronique d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le débat, c'est que est-ce que Karim Wade sera la seule personne qui va rester en prison, en tout cas qui va subir les conséquences de l'enrichissement illicite, ou est-ce que d'autres personnes qui se sont aussi enrichies illicitement, selon les dires en tout cas, ils feront face à la justice. C'est ce débat que je veux lancer en ce moment avec vous. Monsieur Sakho. Vous avez lancé la traque des biens mal acquis. Il y avait une liste qui a été mise en place. Mais on se rend compte aujourd'hui, il n'y a que Karim Wade et ses amis, et Taïbou Ndiaye, qui attend toujours son verdict. Pourquoi on n'a pas accéléré la cadence comme pour vous paraphraser? Oui, accélérer la cadence, ça venait de moi. Alors, moi je suis pour que... D'ailleurs, il faut revenir sur le concept de traque des biens mal acquis. C'est une expression journalistique qui dramatise. Il s'agit d'opérations de reddition des comptes, comme on le fait partout. Moi, j'estime que ça doit devenir une activité routinière. On vous confie un budget régulièrement, chaque année, vous devez être audité. Et puis bon, voilà, ça encourage les managers à bien gérer. Donc, il faut qu'on dépassionne cette activité-là et qu'elle devienne courante, comme c'est le cas partout. Moi, je suis pour que tout ce qui a été commencé continue. Ça, c'est ma position personnelle et les juges, je les encourage à persévérer dans ce sens-là. Maintenant, le temps du journaliste n'est pas forcément le temps de la justice, mais je pense qu'il faut encourager cette démarche et la rendre tout à fait normale et banale. C'est justement cet enjeu de reddition des comptes et de culture d'état de droit. Alors, en ce qui concerne donc ce que les journalistes appellent la traque des biens mal acquis, la reddition, voilà, qui finalement a été gérée de manière, je pense, assez mal pour que ça se réduise au procès d'un homme dans l'imaginaire public collectif. Ça d'une part. D'autre part, le procès Hissène Habré. Moi, me pose problème. Je m'interroge et je me dis, ce qui était bien au départ, c'est que, voilà, on est là dans la construction de l'état de droit, amener les citoyens à acquérir une culture d'état de droit. Mais au fond, 1 an, 2 ans après, 3 ans après, je me demande si le citoyen peut se retrouver dans ces procès et y adhérer à ce type de gouvernance de la justice et à cette justice qui est rendue, dans laquelle il se retrouve à peine. 2 ans, 3 ans après, est-ce que vous pensez que ceci contribue à la culture d'état de droit? Je suis un peu confus. Vous parlez du procès d'Habré ou du procès de la traque des biens mal acquis? Les deux. Les deux? Les deux. Ok. Alors, moi je pense que dans tout processus, il faut un temps, c'est un peu, je ne veux pas être prétentieux, d'apprentissage, disons. Parce que pendant plusieurs décennies, les populations observaient leurs dirigeants piller, s'enrichir, et parfois de manière très arrogante. C'est clair que c'était un changement de paradigme, peut-être brusque, hein, et il faut qu'une certaine digestion se fasse de la pratique. Ce qu'on a appelé la traque des biens supposés mal acquis, la reddition des comptes, c'est une opération judiciaire assez complexe, hein, parce que vous vous doutez bien, lorsqu'on pille des milliards, il y a des techniques très sophistiquées justement pour échapper à la justice, les sociétés écrans, les comptes à l'étranger. Et si on veut une bonne justice, ça prend du temps pour vraiment délier tous les fils. Et par contre, souvent le citoyen veut de la justice Johnny Johnny. Donc il y a un peu cette tension entre les deux. Or, si on veut vraiment respecter des standards de bonne justice, il faut du temps. Vous ne pouvez pas juste condamner les gens sur la base de on a dit ou on a vu. C'est vrai qu'on a vu des styles de vie ostentatoires, on a vu des jets privés, etc. Mais il faut donner des preuves. Et ça prend du temps. C'est un homme qui est sur la sellette aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif qui est construit. C'est pas n'importe quel homme. Oui, c'est un homme qui gérait plus de la moitié du gouvernement. C'est vous-même les journalistes qui l'aviez appelé le ministre de la Terre, du ciel et de la mer. Et il gérait des sommes colossales. Alors ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que ça ne date pas de très très longtemps. Donc évidemment, c'est normal qu'il ait fait l'objet de cette attention. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que ça doit être un processus normal
et que la justice doit continuer à faire son travail. Alors, vous n'êtes plus ministre de la Justice, mais le suivi de la CREI, est-ce que votre opinion, est-ce que vous êtes satisfaite pour l'instant de la manière dont toute cette chose se passe? Comme citoyenne, j'observe, je pense que c'est également un peu la frustration de tous les Sénégalais sur le rythme de la justice, qui est relativement long. Même lorsque vous avez vos dossiers individuels en justice, tout le monde se plaint que c'est lent. Parce qu'on n'a que 500 magistrats pour tout le contentieux de 13 millions de Sénégalais. Et sur cette activité particulière, il faut une expertise très pointue. Il faut des financiers, il faut des banquiers. Et il faut aller chercher l'expertise parce que nos magistrats n'ont pas forcément cette expertise-là. D'ailleurs, à l'époque, on discutait sur justement le renforcement de la formation des magistrats pour qu'ils puissent régler ce type de contentieux. Donc ça prend énormément de temps. Et ça, c'est peut-être une des frustrations que je partage avec beaucoup de Sénégalais. On aimerait que la justice aille plus vite. Mais il y a cette tension entre aller vite et s'assurer de ne pas avoir une justice expéditive. Madame, vous avez parlé de standards internationaux. Quand on regarde la CREI, le Sénégal est un des rares pays démocratiques. Dans les grandes démocraties, il n'existe pas cette cour d'exception, ce tribunal d'exception. Le Sénégal est un des rares pays à avoir, je pense qu'avec le Niger, si ce pays n'a pas songer à éliminer un peu cette... Est-ce que vous pensez qu'un pays démocratique, quand il existe d'autres moyens de traquer, d'exiger la reddition des comptes, doit s'appuyer sur ce qui est considéré comme un tribunal d'exception, un tribunal politique, comme par exemple la Haute Cour de justice? Est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, la CREI a encore sa raison d'être? Alors, vous savez, on avait même entamé une discussion sur faire l'évolution de la CREI, parce que ce qu'on reproche à la CREI, c'est de ne pas avoir... la présomption d'innocence? Si, l'inversion de la charge des preuves. C'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire c'est à l'accusé, vu son rythme son standard de vie, etc., qui justifie ce qu'il a. Sauf que quand vous êtes fonctionnaire, quand même, et que vous avez des dizaines d'immeubles et qu'on sait ce que vous gagnez, et qu'on vous demande de justifier et que vous ne pouvez pas, on peut s'imaginer que ça a été acquis de manière illicite. Mais bon, il faut faire évoluer certainement la CREI vers des normes beaucoup plus conformes à la démocratie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a une réflexion qui est en cours, mais vous ne pouvez pas changer d'institution quand vous avez des dossiers en cours. Ça, c'est une réflexion qui doit se faire ultérieurement. Ceci étant dit, moi j'estime que ce que fait la CREI est en parfaite harmonie avec nos textes et règlements qui doivent changer. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut bien clarifier. La CREI est conforme à la loi qu'il a créée. Elle est conforme au code pénal tel qu'il existe aujourd'hui. Donc il n'y a pas de violation de la loi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer nos textes pour justement plus de démocratie et donner plus de droits. Mais le président, il avait promis une réforme de notre architecture judiciaire. Jusqu'à présent, on est en attente de cette réforme. Parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps, mais on est d'accord qu'il va falloir le faire. Ça entre dans le cadre de la réforme, des réformes prévues, des réformes institutionnelles prévues. Et il faudra effectivement que cela se fasse. Mais pendant ce temps, des gens comme M. Baldé, comme M. Sarr, comme d'autres personnes qui sont évidemment visées par la CREI, ils voguent tranquillement à leurs occupations. Ils ne sont pas inquiétés. Mais parce que, tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la justice prend du temps. Vous me demandez mon avis, je pense qu'elle doit continuer à faire son travail. On doit dépassionner tout cela, mais les magistrats doivent faire leur travail. Et comme vous, beaucoup de Sénégalais sont frustrés par le rythme. Mais le rythme est aussi dû au fait qu'on a peu de magistrats. On a peu de magistrats parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'on est un pays également sous-développé. Donc voilà un peu les dynamiques. Une dernière question sur ce plan et on va passer. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut faire évoluer les institutions. Je pense qu'on est tous d'accord sur le principe. Mais moi, je suis encore une fois préoccupé par le besoin de faire évoluer les mentalités, construire cette culture démocratique, l'état de droit auprès des citoyens. Or, ce que j'observe, et c'était mon propos tout à l'heure, j'y reviens, autant pour cette histoire de reddition des contrats des biens mal acquis, et d'autre côté, le procès Habré, qui moi, personnellement, m'interpelle énormément quand je pense qu'il y a un quart de siècle, l'État du Sénégal a reçu un chef d'État, a décidé de lui donner l'asile, et que 25 ans, alors la population s'en accommode, il y a une sociologie qui se crée, ce monsieur a été reçu, a pris femme, un voisinage, etc. Tout le monde s'en accommode, puis tout d'un coup, 25 ans plus tard, on dit, on crée une institution pour le juger,
Et quand vous parlez, alors il y a effectivement une passion, il faut dépassionner, mais la passion elle est dans le microcosme politico-médiatico-urbain. Mais au sein de la population, un, je ne perçois pas vraiment de passion, mais deux, je perçois beaucoup plus une incompréhension de ce que, au fond, à quoi rime cette justice. Voyez mon propos de est-ce que on se donne les moyens que les mentalités évoluent et suivent justement cette, j'allais dire, cette fulgurance institutionnelle. Mais je pense qu'il faut y travailler, mais personnellement, je pense que les Sénégalais ont quand même été choqués par justement le pillage de leurs ressources. Ça, je pense que vous interrogez les Sénégalais, ils étaient là. Hein. Ils font une corrélation directe entre le niveau de vie voilà, scandaleux de leurs dirigeants et le manque d'hôpital, la saleté dans les écoles, etc. Je pense que les Sénégalais sont assez intelligents pour faire la connexion. Et ils ont été scandalisés. La preuve, c'est que le régime qui était là a été sanctionné. Et justement, au premier tour, l'ancien président n'a fait que, a été, voilà, 35% des Sénégalais, ils ont fait partir le régime. Et une des raisons, à mon avis, c'était également cela. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il faut beaucoup plus voilà, de formation, de sensibilisation, pour lutter d'abord contre la petite corruption. Que les gens comprennent que quand je vais chercher mon extrait de naissance, il n'est pas acceptable qu'on me demande de l'argent, c'est mon droit. Quand je vais à l'hôpital et que je fais la queue, je n'ai pas besoin d'argent pour qu'on me fasse couper la ligne. Ça, c'est également ça, en termes d'éducation et de formation. Je suis d'accord avec voilà, répondre sur la question Habré. À moins que tu veuilles clarifier ta question, je ne sais pas si vous avez bien compris. Alors, la question Habré, mais ça entre dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Je voudrais rappeler qu'on a essayé par 2 fois d'organiser le procès Habré dans ce pays, avec la nomination de juges sous le régime, sous différents régimes. Hein. Chaque régime, depuis Diouf, en passant par le président Wade, a essayé d'organiser le procès. Ensuite, pour des raisons politiques, on a reculé. Il faut reconnaître au président Macky Sall le courage d'avoir respecté ses propos, parce que d'abord, c'est le tribunal international qui nous demandait de juger Habré, et c'est également l'Union africaine qui nous demandait de juger Habré en son nom. Ça, on oublie de le dire. Et conformément aux dispositions de la loi internationale, le droit a été appliqué. On oublie qu'il est soupçonné quand même d'avoir perpétré des massacres et que 40 000 Tchadiens auraient été assassinés. Ça également, il ne faut pas l'oublier. Lorsque vous suivez le procès, avec les témoignages, je pense que ces personnes ont également droit à la justice. Oui, Madame le Premier ministre, tout à l'heure, M. Thiam a annoncé un peu les questions qu'on allait vous poser sur votre passage au gouvernement. Vous avez fait l'un des passages les plus brefs au poste de Premier ministre et on a à l'époque beaucoup parlé de la dégradation de vos rapports avec le président Macky Sall. Qu'en est-il exactement et qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où on vous a demandé de quitter le poste de Premier ministre auquel vous teniez tant? Ah bon. Vous ne le saviez pas. Alors, je pense qu'il faut, comme je dis, dédramatiser tout ça, parce que j'ai passé exactement 10 mois à la primature. Voilà, ma mission était arrivée à terme, et puis voilà, je suis parti sans grand problème. Oui, mais les journalistes écrivent, bon, puis la vie, elle est ainsi faite, hein. Même avec votre meilleur ami, vous n'avez pas toujours... voilà, c'est la vie qui est ainsi faite. Moi, je n'ai pas ce genre de problème court, long. Je pense que j'ai eu à faire ce que j'ai à faire et je pense avoir gardé le respect des Sénégalais durant mon passage de la primature. C'est le plus important. Tout le reste, pour moi, voilà, ça participe au renforcement de mon expérience. C'est comme ça que je le vois. Il n'y a jamais eu de tiraillement au moment de votre départ. Vous n'avez pas résisté comme les gens l'ont dit. Vous savez, il y a tellement de fantasmes dans ce que les journalistes écrivent. Il ne peut pas y avoir de tiraillement. C'est le président de la République qui vous nomme par décret. C'est lui qui vous décharge. C'est aussi simple. En tout cas, nous ne savons pas... C'est dur d'être femme Premier ministre. Je pense que c'est juste dur d'être Premier ministre, femme ou homme. C'est un poste très physique, c'est un poste où il faut beaucoup d'engagement. C'est un poste ingrat également. Je crois que ça traverse tous les régimes. Hein. Vous avez beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce poste-là. Et puis voilà, mais c'est également une expérience fantastique qui n'est pas offerte à beaucoup de Sénégalais. Donc ça, je le dois au président Macky Sall. Vous êtes un point d'intervention qui est assez unique
permet de connaître votre pays, de voir les enjeux, les défis et de contribuer modestement à faire avancer les choses. Alors, quel que soit l'état de vos rapports avec le Premier ministre, avec le Président dans le temps, ce n'est pas vraiment ce qui est important. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que vous avez d'excellents rapports aujourd'hui avec le Président, en tout cas pour ce qu'on peut voir. Vous êtes très proche de lui, vous êtes conseiller spécial. Et il semblerait que vous passez beaucoup de temps avec lui et qu'il vous écoute en tout cas, que vous avez son oreille. Et pourtant, on a pensé que vous aviez embrassé une carrière personnelle. Mais justement, je veux venir sur sa carrière personnelle. Engagé une carrière personnelle. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Mais pour revenir sur cette carrière personnelle, avant de parler sur ça, justement, sur cette carrière personnelle, je veux parler justement d'un point assez important qui a été un tournant, je pense, dans votre vie politique. Vous êtes présenté à une élection, les élections locales. On allait y venir. Ouais. Alors, c'est là où on viendra sur l'élection de Grand Yoff. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on pense à votre place. Je n'ai jamais démissionné de l'APR, je l'avais déjà dit. Vous avez pris vos distances quand même à un moment donné. Vous sortez d'un poste, d'abord vous dormez un peu plus, vous récupérez, vous voyez vos amis, votre famille, etc. Et je suis resté militant de l'APR. Ça a dû décevoir d'ailleurs les journalistes parce que on aime beaucoup un peu ce mélodrame politique. C'est pas le cas. Voilà, je travaille avec le président de la République, dont je suis l'envoyé spécial pour les questions internes et internationales. Est-ce que votre départ de la primature est lié à votre défaite lors de ces élections départementales et municipales de juin 2004? Certainement. Est-ce que vous avez réfléchi avant de vous engager? Est-ce que vous avez mesuré à juste titre, effectivement les risques que vous preniez en s'engageant dans une opération qui était difficile pour vous parce que Khalifa Sall était très implanté dans cette localité? En général, je réfléchis avant d'agir. En général. Et ça a été le cas. Vous avez bien réfléchi, vous n'avez pas mal réfléchi alors. Je réfléchis bien avant d'agir. Et s'il fallait reculer devant les difficultés, ça ne me caractérise pas. J'estime que je fais ce que j'ai à faire, souvent par devoir, par loyauté, et puis ensuite je me bats. Et puis voilà, comme disait l'adage, voilà, laissez-moi me battre, à défaut de gagner, laissez-moi être brave. C'est comme ça que je vois la vie. Aujourd'hui, vous n'avez pas été élu à Grand Yoff. Grand Yoff vit aujourd'hui des difficultés inclassables. Des problèmes d'insécurité, des problèmes d'insalubrité, des problèmes de pauvreté. Est-ce qu'au fond, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces difficultés récurrentes dans une commune que vous auriez peut-être pu contrôler? Qu'est-ce que vous auriez fait? Et qu'est-ce qu'éventuellement vous pourrez reprocher à ceux qui aujourd'hui président un peu aux destinées de cette commune? On a fini les élections, je les encourage à essayer de régler les problèmes. Déjà, j'encourage également l'État à apporter son concours. Voilà, une fois qu'on sort de la compétition, je pense qu'il faut encourager ceux qui ont bénéficié de la confiance des populations. C'est tout ce que je peux vous dire. Ceci étant dit, je ne suis pas né à Grand Yoff. Je suis, moi personnellement, je suis né à Dakar, je suis originaire de Kaolack, où est né mon père, ma mère, mon arrière-grand-père, qui s'appelle Boutoussou, qui est le créateur de la ville de Kaolack, etc. Donc je suis partagé un peu entre différents espaces. Pourquoi vous avez pris Grand Yoff alors? J'ai été conseiller municipal parce que j'y habite, j'ai une maison. C'est ça le Sénégal aussi. On a la possibilité de s'établir où on souhaite et voilà. Mais ça, c'est, à mon avis, c'est loin derrière. Je regarde devant. Oui, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il y a l'avenir qui vient aussi. Il faudra évaluer tout ça. Parce que tout simplement, les populations ont voté ailleurs. C'est aussi simple, c'est leur droit. C'est la démocratie. C'est ainsi fait. Tout comme nous avions gagné au premier tour de l'élection, et certainement nous regagnerons après. C'est ça la démocratie. Elle vient aussi avec son lot de désagréments. Hein. Et il faut l'assumer et ne pas considérer que voilà, vous perdez une fois et vous perdez toujours. Je crois que l'ancien président a donné des leçons de ce point de vue. Il a perdu beaucoup d'élections avant d'en gagner. Il faut de l'endurance. Et le lot de satisfaction, qu'est-ce que vous retenez de votre passage au gouvernement? Quelle satisfaction aujourd'hui vous... Quel désagrément? Je parle de satisfaction, s'il vous plaît. Alors, la satisfaction, c'est d'avoir... C'est quand même une confiance énorme d'assumer une position ministérielle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez le sentiment de pouvoir contribuer à faire avancer les choses. En termes de réalisation. Au ministère de la Justice, je crois qu'on a pu présenter plusieurs lois. Celle qui m'a fait le plus plaisir, figurez-vous que c'est la loi sur
la nationalité, qui permettait aux femmes de transmettre la nationalité à leurs enfants. Je trouvais que c'était une injustice voilà, qui ne se justifiait pas. Il y a eu également les différentes lois de bonne gouvernance, le code de transparence, etc. Plusieurs lois, évidemment. C'est avec voilà, les recommandations, les orientations du président de la République qui définit la politique de la nation. Voilà, donc je pense avoir contribué autant que je pouvais et que je continue à le faire d'ailleurs, parce que j'ai la conviction que de toute façon, nos pays, là, c'est nous-mêmes qui allons les construire. Et je suis également de nature optimiste. C'est très bien que vous le dites, parce que si vous êtes de nature optimiste, ça veut dire que vous êtes loin d'être à la fin de votre carrière politique. On verra encore Mme Aminata Touré dans probablement d'autres élections. Est-ce qu'on peut espérer voir Mme Aminata Touré encore dans d'autres élections? Oui, certainement, certainement. Présidentielle? Commençons par celle qui va venir, où on essaye de réélire notre candidat, président de la République. J'ai été, vous l'avez dit tout à l'heure, je n'ai pas été son directeur de campagne, vous avez dit j'ai été directeur de cabinet du président. Non, j'ai été directeur de cabinet du candidat. Voilà. Donc ça a été une bonne performance puisqu'il est devenu président de la République. On souhaiterait également nous engager pour qu'il soit réélu. Et puis ensuite, voilà. Madame le la Premier vie nous ministre, dira ce qu'elle nous réserve. Madame le Premier ministre, en 3 ans, le président de la République a eu 3 premiers ministres, c'est-à-dire environ un Premier ministre chaque année. Comment vous jugez cet état de fait? Est-ce que ce n'est pas un signe de tâtonnement? Est-ce que le président a des problèmes pour choisir des véritables hommes pour travailler avec lui? Est-ce qu'il n'a pas encore trouvé le vrai profil de Premier ministre qu'il lui faut? Qu'est-ce qui fait que le président, d'ailleurs celui qui est là, est quasiment, même s'il a démenti, donné pour partant? Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui est à la base de cette instabilité? Mais lorsque vous aurez le président, vous poserez la question. Vous avez été un Premier ministre, est-ce que le président n'a pas vraiment de mal à choisir un Premier ministre? Il a aussi eu, je pense, 4 ou 5 directeurs de cabinet. Oui, et évidemment une kyrielle de ministres conseillers aussi. 5 directeurs de cabinet. C'est quand même... On a l'impression que le président a du mal à choisir des hommes. Mais le président de la République choisit ses collaborateurs au rythme qu'il souhaite, en fonction des équilibrages qu'il souhaite faire. Vous ne pouvez pas me demander d'avoir une appréciation là-dessus. Ça, c'est son droit absolu. Non, je pense qu'il ne vous demande pas d'avoir une appréciation sur le choix. Il fait son commentaire. Laisse faire son commentaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur le commentaire? J'estime que le président s'organise constamment. Il essaye de trouver constamment le bon équilibre. Le bon équilibre, c'est lui qui le sait, c'est lui qui en décide. Pour davantage être efficace. Je crois que c'est une recherche permanente d'efficacité. Je ne suis pas toujours d'accord avec mon ami M. Ndiaye, mais cette fois, je dirais que quand même, le changement constant de Premier ministre et même de directeur de cabinet, quand même, je pense que le rôle du président, l'un des rôles principaux du président, c'est le choix de ses hommes. Et il y a quand même une nécessité d'une certaine stabilité, ne serait-ce même qu'au poste de directeur de cabinet. Je pense que c'est quand même assez important de pouvoir... Mais je pense qu'il faut laisser au président de la République le droit de s'organiser comme il le souhaite, d'opérer les changements et les équilibres au moment où il le souhaite. Ce qui est important, c'est la recherche d'efficacité. Et en matière d'efficacité, je pense que le gouvernement a réalisé d'excellentes choses en 3 ans. Et on peut citer les réalisations. 3 ans, c'est 36 mois. Alors, on va commencer par le pouvoir d'achat des Sénégalais. 1. Celui des fonctionnaires a évolué, il y a une baisse des loyers. Il n'y a pas eu, si je regarde l'histoire du Sénégal, je suis économiste, une stabilité des prix aussi longue, notamment pour ce qui concerne le carburant, pour ce qui concerne l'électricité, il n'y a pas eu de hausse, il y a même eu des baisses. Vous allez me dire, parce que le prix du pétrole a baissé, pourquoi dans la sous-région n'a-t-on pas suivi le même rythme? Pourquoi? Cette baisse du pétrole, parce que tout simplement, les États n'ont pas voulu perdre leur manne. L'État du Sénégal, le président a accepté que l'État perde de l'argent, mais qu'on maintienne le pouvoir d'achat des Sénégalais. C'est un choix qu'on fait. Je peux continuer. On a distribué 20 milliards en 3 ans, allant directement dans la poche des Sénégalais les plus vulnérables. Ça ne s'est jamais fait. 36 mois. Je peux continuer. Aujourd'hui, si vous regardez l'enseignement supérieur, 2 universités en cours de construction. On n'avait pas construit d'université depuis 20 ans. Ça s'est fait depuis 36 mois. Je peux continuer à l'infini. Alors ça, il faut qu'on parle des trains qui arrivent à l'heure. Alors, si les changements, les rééquilibrages permettent au président d'être plus efficace,
Je crois que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quel est le résultat qui est sur la table. Et le résultat, il est quand même pas mal en 36 mois, il faut le reconnaître. Il y a l'université de Thiès, l'université de Ziguinchor, l'université de Bambey qui étaient déjà là. Ouais. En 36 mois, vous avez déjà vu un État qui a créé 2 universités, qui a commencé les... Je dis que l'ancien régime a déjà construit 3 autres universités. En 12 ans. Oui. Et c'était déjà des plans qui avaient commencé sous le régime du président Abdou Diouf. Je pense qu'il faut quand même qu'on reste sur les faits. Et les faits, ils sont conscients, ils sont là. Alors, je pense également, il faut revenir d'ailleurs à d'autres questions, la question du programme, le PUDC, de développement communautaire, qui cible directement les collectivités rurales, puisqu'on a observé par le passé un déséquilibre du point de vue des investissements, beaucoup d'investissements de luxe dans les villes, notamment dans Dakar, et un déphasage par rapport aux zones rurales. Aujourd'hui, on a un rééquilibrage. 300 milliards qui va aller directement dans les zones rurales parce que le président estime qu'au XXIe siècle, et je suis d'accord avec lui, quand même l'accès à l'eau, que les femmes n'arrivent toujours pas à accoucher dans des centres de santé, qu'on n'ait pas un minimum d'éclairage par l'énergie solaire, qu'on ne puisse pas accéder à un minimum de pistes, ce n'était pas normal, ce n'était pas acceptable pour le XXIe siècle. Et c'est ça ce programme d'urgence. Alors ça, il faut également qu'on puisse le dire. Et vous me direz que peut-être le grand défaut que nous avons, c'est que nous ne communiquons pas assez. Et peut-être nous ne sommes pas assez, vaniteux. Et il faudrait peut-être l'être un peu plus. Mais les résultats, ils sont là. Et les résultats, ils sont là et ils sont également appréciés par les Sénégalais. Parce que si on va aux élections locales, vous avez eu Dakar, c'est vrai que c'est la capitale, mais je vous signale que sur 571 collectivités locales, nous avons gagné la majorité présidentielle, 541. C'est quand même énorme. Le budget de 2016 sera de plus de 3 000 milliards. Au-delà des chiffres... 3022. 3022. Au-delà des chiffres, qu'est-ce que ça peut changer dans ce pays? Je vais rappeler que, d'ailleurs, lorsque le président Diouf quittait le pouvoir, il laissait un budget d'à peu près 500 milliards. Il faut reconnaître au président Wade d'avoir rapidement augmenté le budget. En 2 ans, il est passé à 1000 milliards. Mais la barre fatidique symbolique des 3000 milliards est dépassée aujourd'hui. Donc on est dans un Sénégal totalement différent. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir des ambitions en termes d'infrastructures. Je vous parle d'université, je vous parle du plan Sénégal émergent, je vous parle d'infrastructures importantes à mettre en place, du retard à combler au niveau des zones rurales, la question de l'énergie qu'il faut régler. Voilà également un autre progrès dont on ne parle pas. Observez un peu, même dans vos quartiers, le taux de délestage a vraiment baissé. Évidemment, on en a toujours, hein? On en a encore, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on observait. Le fameux plan Takal qui nous coûtait extrêmement cher et qui ne réglait pas les problèmes, on s'est engagé dans une politique de planification en termes d'investissement. Vous avez des centrales qui sont en cours de construction. En 2017, on devrait avoir plus d'énergie d'ailleurs qu'il nous en faut. On serait capable même d'en vendre hors du Sénégal. Mais ça, c'est du travail quotidien, c'est de l'engagement, c'est une volonté de développer le Sénégal avec, le président et l'équipe qui en... Mais madame, à ce niveau-là, il y a vraiment un décalage entre la rhétorique officielle qui nous parle d'une grande production d'énergie alors que les coupures d'électricité sont monnaie courante partout. Ça, tout le monde le ressent, les Sénégalais ressentent partout des coupures d'eau et d'électricité, madame. Mais parlons-nous, comparons les périodes. Est-ce qu'on peut comparer les périodes? Prenons 2011, 2010, 2011, 2012 et comparons à 2013, 2014 et 2015 en cours. Vraiment, si on veut... Mais madame, si on vous a mis là-bas, c'est pour que vous nous aidiez à nous débarrasser... Laissons-la terminer sa phrase. Elle a terminé. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes là pour... Laissons-la terminer sa phrase et nous allons passer à une autre rubrique d'ailleurs. Nous allons passer très rapidement. J'étais en train de dire, si on est objectif, on peut constater un changement notoire. D'abord, c'est de l'électricité à coût stable, comme je l'ai dit, qui n'a pas augmenté. Nous faisions face non seulement à un délestage important, mais également à des hausses des factures. Il n'y a pas eu de hausse de l'électricité depuis 3 ans. Ça, il faut le constater. Et il y a davantage d'approvisionnement. Il y a encore des coupures, je suis d'accord avec vous. Eh bien, c'est bien pour ça qu'on travaille.
Il y a encore, parce que quand vous avez coupure, souvent vous n'avez pas accès à l'eau, parce que les turbines qui vous distribuent l'eau, elles marchent à l'électricité. Il y a encore des problèmes. Mais il faut constater qu'il y a eu de grands progrès en 36 mois. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, on va passer à une autre rubrique. Il nous reste 5 minutes pour cette émission et j'aimerais prendre les 5 minutes pour ma rubrique favorite en tout cas. C'est ma préférée. Vous tous vous avez aimé ces autres rubriques, mais moi je préfère la rubrique personnelle où on parle exactement de Madame Aminata Touré, pas du Premier ministre, mais de la citoyenne qui a été joueuse de football. Il paraît que votre position sur le terrain était latéral gauche. Vous pouvez nous parler un peu de ça? Et que vous êtes la nièce d'Alpha Touré. Oui, c'est ça. C'est le petit frère de mon père. Donc alors, il y a une photo de Mme Mimi Touré en tant que latéral gauche avec ses équipières là-bas. Alors, cette photo, je n'étais pas footballeur. Cette photo, j'étais dans l'équipe du Djaraf comme sprinteuse 100 et 200 mètres. Et vous avez fait 100 et 200 mètres aussi. 200 mètres, voilà. Le football... C'est pourquoi vous parlez de cadence, c'est ça que vous avez et d'accélération. D'accélérer la cadence. Oui, peut-être. Et bon, j'ai été très sportive quand j'étais jeune, assez turbulente. Donc, le football, vous imaginez bien qu'il y a plusieurs années derrière. Déjà, à cette époque, une femme jouer le football, c'était quand même quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, on n'en voit pas vraiment, mais qu'est-ce que vos parents disaient? Pas le garçon manqué. Alors, mes parents n'étaient pas contents forcément, parce que ça dérogeait un peu avec la culture. Mais mon père était très, très tolérant et bon, il voyait que j'avais une énergie peut-être à dépenser. Mais j'avais des coéquipières, hein. Il y avait d'autres équipes, je n'étais pas la seule à le faire. Donc on était un peu un groupe de pionnières. Vous avez gagné des matchs? Oui, on a gagné des matchs. Vous avez taclé des gens pendant les matchs? Oui, bien sûr, on a fait tout ça. Et puis ensuite, j'étais athlète au Djaraf, 100, 200 mètres. Puis je nageais également. Oui, vous avez fait Dakar-Gorée apparemment. Dakar-Gor. Dakar-Gor. Oui, à la nage, on allait-retour. Bon, très sportif, disons. Et une chose que les... C'est bien le sport parce que ça forme le caractère, ça vous apprend à perdre en sachant que vous allez gagner après. En sachant que le futur sera plus... Mais une autre chose que beaucoup de gens ne connaissent pas et qu'ils devraient savoir d'ailleurs, surtout vous, M. Ndiaye, c'est que Mme Aminata Touré est ceinture marron de judo. Alors faites attention aux questions que vous posez. Je suis très passionnée. Bon, vous m'intimidez, mais je vais quand même poser ma question parce que j'aimerais qu'on pose sur des questions un peu plus, on va dire, voilà, qui vont bousculer un peu plus les codes. Madame Touré, vous êtes une de ces femmes qui offrait un profil de femme moderne au Sénégal. Pour la société sénégalaise ne brille pas par sa modernité dans sa structure sociétale, les rapports entre les gens. Il se dit que dans les rapports avec les hommes, c'est vous qui choisissez les hommes, ce n'est pas les hommes qui vous choisissent, en parlant de compagnons. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les codes devraient être bousculés dans les rapports entre hommes et femmes au sein des couples au Sénégal? Je vous pose une question très féministe. À laquelle je ne répondrai pas parce qu'elle est très personnelle. Je peux vous donner des avis généraux. J'estime qu'il faut laisser la liberté aux hommes comme aux femmes de choisir les conditions dans lesquelles ils se rencontrent, ils vivent ensemble, ils se séparent. Ça, c'est... Si je peux vous prendre sur la dernière minute et vous montrez ces photos qui sont très anciennes. Et si vous pouvez nous parler de ce qui se passe. D'abord, on vous voit ici avec Landing Savané. Oui, j'étais à Ande Dieuf. J'ai été une militante. J'ai passé beaucoup de moments militants avec Ande Dieuf, avec Landing Savané, dont j'ai été la directrice de campagne en 1980. Je pense que M. Momandiaye a une histoire à ce propos encore. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes venu au soleil avec une escouade de jeunes militants de Ande Dieuf pour empêcher l'apparition du soleil? Ah bon? Oui, on a fait des choses. Et vous vous souvenez de la phrase que vous nous aviez lancée à l'époque? Rappelez-la moi. Vous ne perdez rien pour attendre. Merci. Très bien, merci. La question que je vous pose, est-ce que vous aurez fait la même chose aujourd'hui avec le soleil d'aujourd'hui? Non. Puis j'ai quoi, 20 ans de moins. J'ai gagné en sagesse certainement, mais il faut dire que le soleil de l'époque était assez particulier. Hein. C'était vraiment pas plus que maintenant, si vous regardez un médium d'état. Et je vous accorde que
Lorsque vous êtes dans l'opposition et lorsque vous gouvernez, vous voyez les choses voilà, différemment. L'image et là, il y a l'image d'une maman poule. Oui, ben, ma fille a maintenant 28 ans. Elle a eu 28 ans avant-hier. Et il y en a d'autres, je pense. Hein. Oui, ben ça c'est moi-même d'ailleurs. Ça c'est vous-même en tant que bébé. Je ne sais pas où vous avez trouvé ce photo. On peut revenir sur cette photo. Là c'est votre maman et c'est vous. Et là c'est encore vous avec votre père. Et mon frère. Et votre frère aussi. Il y a longtemps. Pas trop longtemps. Et là c'est l'adolescence. Cette photo a été prise où? J'étais étudiante. Étudiante. J'étais étudiante en fait. Et là aussi? Madame Touré. Non, je travaillais à la SOEF. Sans aller vous chercher dans des questions personnelles, ce qui n'est pas le plus intéressant, encore une fois, il y a eu tout ce travail, ce militantisme-là sur les questions de genre, les questions le féminisme. Il y a eu tout un travail, les choses ont été bousculées. Aujourd'hui, comment appréciez-vous les mouvements existants et l'état actuel des relations pour entre vous dire les vrai, femmes? j'ai même l'impression parfois que les générations actuelles ne se rendent pas compte de tout le travail qui a été fait. Hein, et elles le prennent pour... voilà. Le temps que nous avons, qui nous était imparti est fini. Je vous remercie encore d'être venu avec nous. Je rappelle à tout le monde que nous sommes en ce moment dans l'école Supimax, dans le studio de l'école Supimax qui nous accueille. Et cette émission est une coproduction de Supimax, du Quotidien et de Séné Plus. Et donc, c'est une émission qui se fera mensuellement. J'espère que je pourrai accueillir encore une fois mon ami Momar Seyni Ndiaye, ma collègue Safili et mon autre ami Bokar Sakho. Et encore une fois, Madame le Premier ministre, je vous remercie. Mais nous aimerions juste finir cette émission avec une note assez joyeuse parce que tout le staff technique qui est ici autour de nous est composé d'étudiants de l'école Supimax. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons une parmi nous qui fête son anniversaire et on aimerait partager le gâteau d'anniversaire avec vous et avec les autres. Comme cadeau d'anniversaire, puisqu'on n'a rien à mener, votre cadeau d'anniversaire sera le Premier ministre Mimi Touré qui va chanter « Joyeux anniversaire » pour Mélissa. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mélissa. Joyeux anniversaire. Et c'est un scoop. Ah, formidable. Ayanda, kayo, ilig ka rin. Amen, ilig ko lang mo.